tout le monde, c'est la Faille 06. Je suis Juliette, volontaire en service civique au pôle prévention. Aujourd'hui, on va vous proposer un café débat autour de l'isolement social et notamment l'isolement social durant les fêtes de fin d'année. Je vais vous demander à tous de vous présenter un peu, en quelques mots. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi je m'appelle Laetitia Lanier, je suis thérapeute. Voilà, j'étais au Canada ces dernières années, je viens de revenir et d'ouvrir un cabinet de psychothérapie à Cannes et à Fayence. Et je reçois des clients, j'ai encore des expressions québécoises, c'est normal. Je reçois des clients, patients pour des thérapies. Voilà. Moi c'est Lalaina, donc j'ai 20 ans et je suis en études d'information communication à Cannes. Et juste, tu viens d'où ? Alors, moi je viens de partout. Mais sinon, juste avant, j'étais à Tahiti. Merci. Bonjour, je suis Leonardo, et j'ai 20 ans et je suis étudiant dans une double licence d'économie et sociologie à Nice et je viens de la Bolivie. Du coup, bonjour, je m'appelle Nabil, je suis étudiant en 3e année d'éducation spécialisée à Nice et je viens du Liban. Super, bon déjà merci beaucoup à tous d'être venus. Donc maintenant on va parler un peu de l'impact que l'isolement social peut avoir sur les étudiants. Et je voulais vous poser la question, en quoi les fêtes de fin d'année elles peuvent amplifier ce sentiment de solitude qui, on le sait, est déjà assez présent tout le long de l'année, mais est-ce que pendant les fêtes c'est un peu plus accru ? Je dirais que oui, surtout que d'où je viens, je suis habitué à ce que les fêtes, ce soit la fête de la famille, qu'on soit tous entourés de plein de monde qu'on aime, et que du coup, là, être seul dans son petit appart de 20 mètres carrés, alors qu'on voit ses potes qui retournent voir leur famille qui est pas très loin, c'est compliqué. Et moi, je suis d'accord avec David. Et moi aussi, chez moi, c'est très familial, Noël et tout, et les fêtes. Et surtout, je pense que ce qui m'a plus impacté, c'est le fait que ici c'est l'hiver. Ça se voit vraiment que c'est l'hiver, il n'y a pas du soleil et tout. Et en Bolivie, c'est l'été. Du coup, les fêtes ils sont différents et tout. Et maintenant, ici, il n'y a pas du soleil, il y a tous les potes qui vont partir de la ville. Et j'ai pas de la famille pour fêter Noël. Donc, ouais, cette époque, c'est plus dur. Et est-ce que vous trouvez que, par exemple, je sais que c'est assez médiatisé sur les réseaux sociaux, on voit plein de jolis TikTok ou sur Instagram, est-ce que vous avez l'impression que ça amplifie un peu ce phénomène d'isolement, vous vous sentez un peu exclu du coup parce que vous n'êtes pas trop vous êtes un peu moins peut-être dans cette ambiance de Noël ? Personnellement, je trouve que il y a quand même, excusez-moi, j'ai pas l'habitude, il y a quand même une illusion qui est là par rapport au fait de Noël. Souvent, les gens associent ça à un moment très magique, familial, etc. Mais tout le monde ne vit pas ça. Les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. D'un côté, c'est une vitrine qui fait rêver. De l'autre côté, si on l'utilise à bon escient, justement, on peut connecter avec les gens qui sont loin, notamment quand on vit l'expatriation. Moi, je l'ai vécu. Je ne sais pas si j'aurais pu rester des années dans un pays sans pouvoir me connecter un minimum, au moins une fois par semaine, avec WhatsApp, Facebook, etc. Donc, les réseaux sociaux, je pense qu'il faut les utiliser à bon escient. Et être vigilant au paraître. Est-ce que... parce qu'il y a aussi un autre truc, est-ce que vous ressentez des pressions par rapport à vos familles, des insistances de rentrer ? Et est-ce que, si oui, est-ce que du coup cette demande, comment vous la vivez par rapport au fait que vous n'ayez pas forcément les moyens ni le temps pour des causes d'examen ou des causes de travail ? Et est-ce que... ça doit être difficile aussi à gérer si ça vous concerne. Et moi personnellement, l'année dernière, il y avait ma mère qui voulait venir pour fêter Noël avec moi, car mon premier Noël, oui, c'était un peu triste, du coup elle voulait venir, mais son visa il a été refusé, donc il n'a pas pu venir. Et il y a mon oncle qui m'a offert un billet pour aller en Bolivie pendant Noël, mais c'était seulement 2 semaines que je pouvais rester à cause des examens, et je pense qu'il l'a mal pris. Car c'est vrai, lui, il insistait beaucoup, il voulait me l'offrir et tout. Et quand j'ai refusé, il s'est fâché un peu à cause de ça. Donc oui, il y a certaines pressions par rapport de la famille, mais c'est pas dans le mauvais sens. Ils le font pas exprès. Du coup, pour moi, dans mon pays, c'est un peu compliqué. Ça passe par
un contexte socio-économico-politico, tout ce que vous voulez, très compliqué. Et les prix des avions, surtout les prix des vols, ils sont super chers. Et je pense que ma famille, au contraire, elle me soutient de ouf. Elle pense très fort à moi et je pense que si elle aurait pu, ben, je serais maintenant avec eux. Mais c'est pas le cas. Donc non, ils me mettent pas de pression du tout. Est-ce que vous avez trouvé un peu des alternatives pour essayer de vous recréer un Noël, si c'est important pour vous, par exemple pour vous les garçons, ou est-ce que vous arrivez à trouver des solutions pour peut-être avoir moins ce sentiment d'isolement Moi, par ma part, Noël, d'habitude, je passe avec ma cousine, qui habite à Madrid. Du coup, je dois voyager en Espagne pour la voir. Mais aussi, quelquefois, c'est compliqué car je dois voyager pendant seulement 3 jours, par exemple, et la voir, et après rentrer à Nice pour les examens et tout. Mais sinon, j'essaye de le faire avec des potes. Cette année, c'est planifié de le faire avec mes potes qui habitent à Lyon. Du coup, pour moi, c'est plus vraiment, j'ai eu la chance quand je suis arrivé ici de faire la connaissance de merveilleuses personnes qui, du coup, sont devenues mes meilleurs amis aujourd'hui. Et au lieu de passer Noël seul l'année dernière, j'ai eu la chance d'aller en Corse passer Noël avec la famille de ma meilleure amie. Et c'est une expérience dont je me souviendrai toute ma vie, quoi. Bah, comme Nabil, j'ai rencontré des super personnes sur la Côte d'Azur, dont ma meilleure amie, qui m'a invitée en Corrèze. Il fait très très froid. Voilà, c'est vraiment différent de Tahiti pour le coup. Mais voilà, elle m'a accueillie avec sa mère pour fêter les fêtes de Noël. Et cette année, bah, du coup, elles viennent sur la Côte d'Azur pour encore fêter avec moi. Et enfin, de toute façon, parce que si dans les îles, on fête pas, enfin, il n'y a pas tout un remue-ménage autour des fêtes. Et moi, je sais qu'en venant en France, j'étais super contente juste de cette magie de Noël qu'on retrouve. Donc en vrai, je me nourris assez de ce que la France, elle nous offre au niveau des fêtes et de ce que mes amis peuvent m'offrir. Et je trouve ça assez suffisant. Voilà. Est-ce que vous auriez quelques conseils éventuellement à donner aux étudiants pour les aider peut-être à trouver des alternatives pour... Je pense que quand on est un nouvel arrivant dans un pays, c'est certain qu'il y a quand même une partie de solitude à accepter au début, dans les premiers temps, qu'on va d'ailleurs rencontrer à plusieurs moments de notre vie. Donc ces moments de solitude, premièrement, je trouve que c'est l'occasion de créer un peu une relation à soi un peu plus saine, vérifier un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le discours intérieur, est-ce que je suis bienveillant avec moi, est-ce qu'au contraire je me tape dessus et que je fais une erreur. Donc à partir de là, on crée une relation à soi saine. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre entre la curiosité, je suis dans un nouveau pays, donc je m'ouvre à une nouvelle culture, et en même temps, j'ai une perte totale de repères. Donc comment je peux prendre soin de moi? Ça peut être par exemple comment je honore ma culture à travers la cuisine, à travers je rejoins des amis de ma communauté qui ont la même culture éventuellement. Ça permet de garder un équilibre entre ouverture à la nouveauté et en même temps garder un lien avec les racines, qui a ce côté familier qui nous donne ce sentiment d'appartenance. Donc au moment des fêtes de Noël, effectivement, c'est le moment d'être un peu créatif, je dirais, et essayer de trouver des alternatives à travers des associations, des rassemblements étudiants. C'est là que s'exprime un peu la créativité de chaque personne, en fait, en fonction de vos centres d'intérêt. Mais c'est sûr que dans les premiers temps, il y a un moment de solitude qui n'est pas toujours très agréable. Ouais. Ok, donc on va parler un peu maintenant du coup des traditions et un peu de comment arriver à réinventer Noël. On va continuer un peu à parler de ça. Déjà, est-ce que vous avez des traditions dans vos pays respectifs que vous aimeriez partager avec les autres durant les fêtes? Seulement, je pense, c'est un peu comme toujours, on fait un repas spécial avec toute la famille. Et à minuit, on ouvre le cadeau et c'est ça. Chez moi, c'est plus le côté rituel avec la messe de minuit, puis bien sûr le repas de famille où il y a les oncles, les tantes, les cousins. On est 50 autour d'une même table avec la musique et la danse et tout cet esprit de fête. Et bien sûr les cadeaux. Le Père Noël qui rentre, c'est souvent un des oncles qui rentre avec... la barbe et tout, le costume, et les enfants qui lui sautent sur le dos, genre... Voilà. Moi aussi, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, sur réinventer un peu les fêtes.
Bon, en France, c'est quelque chose de normal, mais par exemple, quand j'étais petite, je fêtais toujours Noël chez ma grand-mère qui vit à La Réunion. Et donc, notre rituel, c'était de faire une raclette, ce qui est très normal en France, mais à La Réunion, quand il fait 26 degrés, parce que l'hiver en France, quand c'est l'hiver en France, c'est l'été, la saison chaude à La Réunion. Et ben, je sais qu'on faisait quand même une raclette, parce qu'on était là, on se disait, bon, on va dans l'esprit de Noël, vu que c'est pas trop ça dans les îles, nous on va la créer et on va faire une raclette, même si à la fin on va transpirer de chaleur. Donc non, c'est des bons souvenirs que j'ai. Et après, du coup ça c'était mon rituel quand j'étais petite. Et après du coup j'ai grandi et comme j'ai dit ça s'est un peu perdu parce que ma grand-mère, comme j'ai dit, on est un peu éclaté un peu partout. Et ma grand-mère vit à Paris, mais c'est une grand-mère musulmane donc qui ne fête pas Noël. Donc quand j'allais chez elle, elle faisait comme le petit effort de faire les cadeaux, enfin c'était même pas un effort pour elle d'ailleurs, mais elle faisait les cadeaux mais on ne mettait pas de sapin, mais après nous on était totalement ok sur ça. Donc en soi le plus important c'était juste d'être avec les personnes qu'on aime. Est-ce que pour vous des fêtes de Noël réussies, ça signifie forcément être nombreux? Ou vous voyez aussi, vous vous rendez compte qu'on peut passer de très bons moments en plus petit comité? Pour moi, on n'a pas c'est pas obligé d'être nombreux parce que je n'ai jamais fêté Noël en famille. J'ai pas une très grande famille et le peu que j'ai, comme j'ai dit encore une fois, ils sont tous loin, donc je n'ai jamais fêté Noël avec toute ma famille réunie. Ça a toujours été à deux, soit avec ma sœur et ma grand-mère, soit juste avec ma grand-mère, soit parfois seule ou avec ma pote. Et j'ai passé des super Noëls, j'ai des très bons souvenirs. Et pourtant, ça ressemblait pas du tout au Noël qu'on pouvait voir dans les films. Mais je garde mes souvenirs à moi, justement. C'est super parce que ça montre aux étudiants aussi qu'on n'est pas obligé d'être une tablée entière de 25 personnes pour passer des bons moments, quoi. Je sais pas, vous les garçons, peut-être que ça vous impacte plus parce que vous avez plus l'habitude d'être nombreux à table. Et moi, oui. Si tu m'aurais posé la question avant, j'aurais dit que oui, on avait besoin de fêter Noël entre beaucoup de personnes, car j'ai eu toute ma vie l'habitude. Mais les dernières Noël, j'ai passé avec ma cousine et je l'ai trouvé tellement bien. J'avais la même sensation que j'avais quand j'étais avec toute ma famille, car on cuisinait ensemble, on parlait, on s'avait vu depuis longtemps. Et même s'il n'y avait pas toute la famille, ils nous ont appelés, ils nous ont envoyé des photos. Et c'était très cool, même si on était seulement deux dans un petit appart. Je vous rejoins tous les deux dans ça. En fait, l'important, c'est qu'on soit entouré de personnes qui nous aiment et qu'on aime. Que ce soit 1 ou 100 personnes, c'est la même chose. Votre vision, elle a un peu changé quand même par rapport à ça, non? Est-ce que vous étiez avant vraiment un peu centré, oui, il faut qu'il y ait toute la famille pour que ce soit un vrai Noël, bien correctement, entre guillemets? Si on part du principe qu'il faut être entouré des personnes qu'on aime et qui nous aiment, si on a une famille de 50 personnes, on voudrait bien, dans l'idéal, qu'ils soient là à côté de nous, à nos côtés. Par contre, dans notre situation à nous, on ne peut pas forcément être proche géographiquement, être entouré de nos amis, de nos copains, copines, je pense que c'est largement suffisant pour passer un excellent Noël. Pour ma part, je trouve qu'avant, oui, car avant c'était surtout seulement à Noël qu'on se voyait. Donc si la plupart de la famille peut venir, c'était l'idéal. Et même quand il y avait des gens de la famille qui ne pouvaient pas venir car ils habitaient loin, quelquefois c'était un problème, genre ils nous manquaient. Mais là je vois que oui, tant que tu es avec une personne que tu aimes bien, et tu peux passer un très bon Noël en savant que les autres personnes que tu aimes aussi passent un bon Noël. Donc finalement, en fait, c'est bien parce que c'est cette expatriation en fait, qui vous a aussi peut-être un peu permis et ouvert l'esprit sur le fait de casser un peu ces normes où on dit qu'il faut faire Noël tous en famille. Peut-être un peu moins pour toi, mais... J'étais toute petite, encore une fois. Moi, je rêvais un peu de ce Noël idéal qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou dans les films. Parce que c'est ça aussi qui crée toute la magie. Et oui, en soi, c'est parce que j'ai eu la chance de voyager et de rencontrer des super personnes que je me suis rendu compte que déjà tout le monde n'a pas la chance de fêter les fêtes. Tout le monde n'a pas la chance de fêter les fêtes. Donc
Je pense que c'est plus en grandissant et avec la maturité qu'on peut avoir que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas nécessaire. Mais quand j'étais petite, je sais que c'était un rêve. Justement que je voulais aller en France parce qu'on retrouvait cette magie de Noël. Et encore plus, je voulais aller aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est toute une religion, les fêtes. Bon, c'est toujours un petit rêve quand même de fêter Noël aux États-Unis. Mais si je le fête seule, c'est pas grave. Hein. Vu le truc énorme que c'est. Il y a toujours du monde. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Donc les garçons. Et ouais, par ma part, oui, je pense qu'il m'a changé beaucoup la mentalité, car pour moi, avant Noël aussi, il y avait, et surtout les cadeaux, par exemple. Quand j'étais petit, j'ai donné beaucoup d'importance à les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Mais là, avec manger chaud, je suis contente. Donc ouais, ça m'a pris beaucoup de maturité dans cet aspect. Et ou même, c'est maintenant moi que je dois acheter les cadeaux pour ma cousine, tout ça. Et ouais. Moi, je dirais que je suis pas forcément, j'ai pas un avis forcément définitif dessus. Je pense que le jour où j'aurai une famille à proximité, ça sera ma priorité de passer Noël avec eux. Surtout plus tard, si un jour j'ai vraiment une famille, une femme, des enfants, ça, le rêve de Noël, tu vois. Je pense que je passerai Noël avec eux et je prioriserai toujours ça sur n'importe quel autre aspect que j'aurais pu vivre en mode fête de Noël. Mais pour l'instant, je pense que ce que j'ai, c'est très beau, c'est très suffisant et ça me permet d'aller de l'avant. Je suis d'accord avec Nabil dans le sens où moi c'est ok parce que j'ai grandi comme ça, mais je sais que si j'ai des enfants et que je grandis dans cet esprit de Noël, je voudrais pas le lâcher. Je pense que c'est plus compliqué. En fait, quand on l'a pas trop vécu, c'est moins dur, mais c'est vrai que quand on l'a vécu, je pense que ça peut être un peu compliqué. Enfin, Non, mais c'est sûr, dans tous les cas, le but c'est de faire Noël avec sa famille, mais ce que je voulais un peu mettre en avant, c'est le fait que vous vous êtes rendu compte qu'on pouvait quand même passer un bon Noël loin de sa famille, sans que ce soit que ce soit vraiment... C'est jamais très agréable, mais sans que ce soit horrible, quoi. Après, j'ai déjà fait en visio, hein. C'est super. Non, mais on peut en parler, effectivement, parce que maintenant, avec tous les nouveaux moyens de communication, c'est sûr que ça permet de... Non, c'est vrai, j'ai déjà fait en visio, c'était génial. J'ai fait avec ma maman. Voilà. Elle était au soleil. Moi, je crevais de froid. On avait des heures de décalage. Mais c'était quand j'étais... en plus, j'étais au Maroc à ce moment-là. Donc, non, c'était très drôle. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait on pose la question de quantité versus qualité finalement, parce que moi je reçois par exemple des gens en thérapie qui sont très entourés, ils ont beaucoup de monde autour d'eux mais finalement ils se sentent seuls, ou alors ils sont dans leur famille, dans leur noyau familial mais ils se sentent seuls parce qu'il n'y a pas d'authenticité en fait dans la relation, donc ils ont une difficulté à se montrer tels qu'ils sont réellement, ils portent des fois un masque, ils jouent un personnage, etc. Ils ont toutes sortes de mécanismes de défense qui font que ils n'ont pas accès ni à leurs membres proches et les autres n'ont pas accès à eux non plus sur un plan plus intime. Donc ce qui crée la qualité dans la relation, c'est l'authenticité, l'intimité. Et là, on peut le créer ça avec n'importe qui. Et ça peut être avec juste une personne. Mais je pense que l'important, c'est d'avoir au moins une ou deux relations avec qui justement je peux me montrer dans ma vulnérabilité et avec qui justement je peux accueillir la vulnérabilité de l'autre. Et là, on se sent vu, on se sent reconnu, entendu. Et on repart de là, on est nourri sur un plan relationnel versus j'ai papillonné avec plein de monde. Et au final, je repars, je me sens vide en fait. Je trouve que c'est une belle conclusion. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'idées d'événements et comment on arriverait à, dans un monde meilleur et utopique, comment on arriverait à lutter un peu contre ce sentiment et mettre en place de nouvelles choses pour aider justement, et surtout les étudiants internationaux qui peuvent être confrontés à des situations auxquelles vous avez déjà été confrontés. Moi, je pense que ça serait bien, par exemple, des repas entre étudiants qu'ils ont personne pour passer Noël. Et surtout avec le froid et tout, c'est très bien de manger un bon repas de Noël que quelquefois. Et toi, tu peux pas te l'offrir à cause du budget que tu as. Ben justement, ça tombe bien. On a le repas solidaire de Noël de la F06. Où en fait tous les bénéficiaires de l'Agorae, ils sont les bienvenus, ils passent tous Noël ensemble avec entrée, plat, dessert, plus une vaste gamme d'animations, de musique
Et genre, c'est le réveillon, mais un peu avant. Et du coup, on leur offre à la Face la chance de passer Noël en famille. Voilà. Alors, moi, je sais que la première année où je suis arrivée pour mes études, il n'y avait pas. Enfin, je n'avais rien trouvé, voilà, j'ai fêté Noël toute seule. Mais j'ai kiffé ça. Mais je sais qu'après la deuxième année, par exemple, mon Crous a mis en place aussi un repas solidaire que je trouvais ça génial, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, ils ont quand même tenu ce repas. Je sais aussi que à Paris, ma grand-mère a participé, alors je connais pas trop les détails, mais elle avait participé justement à c'était aussi un sorte de Noël solidaire, je sais pas si c'était organisé par la ville, honnêtement je n'ai plus les détails, mais c'était quelque chose qui était organisé à côté de chez moi, et c'était génial en fait, on avait mis des tables partout dehors, et tout le monde venait et on se servait, c'était un moment super familial avec des gens qu'on connaissait ni d'Adam ni d'elle, mais c'était super, on rencontrait des personnes, je trouvais ça génial ce principe de juste venez si vous voulez pas, vous pouvez juste venir pas manger et on discute, je trouvais ça super cool. Et est-ce qu'éventuellement vous auriez peut-être des conseils à donner aux étudiants, par exemple les étudiants qui cette année vont faire peut-être leur premier Noël seul? Je dirais déjà, permettez-vous de vous offrir un bon plat chaud bien comme il faut et de choisir un bon film de Noël. N'oubliez pas d'appeler vos parents aussi, de faire la visio traditionnelle. Et force à vous, je sais que c'est compliqué. La même chose, je pense que moi, oui, mon première année, je me restreins beaucoup à l'époque de Noël et c'était le pire, surtout avec le froid, il faut s'offrir un peu et quand même c'est les fêtes, il faut profiter un peu. Et je dirais surtout pas se laisser enfermer, car moi j'ai des potes qui à cette époque, quelquefois ils veulent pas sortir et ils s'enferment un peu chez eux. Et je pense que le mieux, ça serait de sortir peut-être pour partager et voir que c'est possible de s'amuser, même si tu n'as pas ta famille à côté. Alors, ce que je peux donner comme conseil, c'est que du coup, s'il y a des événements autour, c'est de ne pas avoir peur de pouvoir y aller, parce que ça montre qu'en fait, on n'est pas seul. Dans mon cas, je me rends compte que je suis pas seule à passer Noël, même si on le sait, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a plein d'étudiants qui passent Noël seuls, et en fonction de comment on a pu vivre Noël, ça peut être assez... comment dire, ça peut être assez triste par rapport à ça. Après, je pense que c'est pas non plus trop mal de passer un Noël tout seul. Comme a dit la ville, de mettre un bon film de Noël. J'adore les clichés, de toute façon j'adore Noël. De mettre un bon film de Noël, en fait, de pas changer son habitude, même si on est seul. Et je pense que c'est pas plus mal aussi de se retrouver avec soi-même et juste apprécier le moment avec soi-même. Moi, je sais ce que ça m'a quand même apporté, contrairement à ce qu'on peut penser. En fait, si on voit les choses positivement, je sais que ça peut apporter beaucoup. En fait. Moi, je répète souvent à mes clients, bichonnez-vous, je le répète tout le temps, prenez soin de vous. C'est dans le sens, passez un moment de qualité avec vous-même, apprenez à développer ça, parce que ça va vous servir clairement tout au long de votre vie. Des moments de solitude, on y est confronté après un divorce, un licenciement, un deuil. Ça arrive plusieurs fois dans la vie, donc ce que vous créez là, vous allez le garder avec vous tout le reste de votre vie, en fait. Donc ça, c'est très important. Et au-delà de ça, c'est aussi reprendre la responsabilité de ses besoins affectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai mis concrètement en place pour créer du lien autour de moi. Et si j'ai rien mis en place, c'est pas grave, il n'y a pas de jugement à avoir, mais c'est regarder quels sont mes obstacles intérieurs. Est-ce que j'ai la peur de déranger? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que, ah non, la honte, de quoi j'ai l'air? Donc c'est oser, en fait, avec ce qu'on est. Pourquoi pas créer un événement sur Facebook, essayer de contacter d'autres personnes qui sont seules, donc... essayez de voir qu'est-ce qui est possible dans la limite de vos limites à vous, parce qu'il y a des choses des fois qui nous stressent beaucoup trop et le but c'est pas de se rendre malade non plus pour fêter Noël, mais c'est juste de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre soin de mon besoin affectif. Et pardon, après je viens d'avoir une idée pour un projet et moi pendant Noël, au moins avant quand j'étais petit, j'avais un peu l'habitude d'ouvrir les cadeaux et depuis que je suis en France, je n'ouvre pas du tout des cadeaux car je ne reçois pas de cadeaux. Mais cette année, ma licence, il a fait un Santa secret.
Et j'ai trouvé ça super car ça m'a donné l'idée d'aller chercher un cadeau, acheter un cadeau, quelque chose que ça faisait longtemps que je ne faisais pas pour une personne. Et surtout recevoir un cadeau. Et ça m'a fait trop bien, je pense. Et surtout car c'était un cadeau que c'était vraiment... Il y avait un lien avec la Bolivie. Et ça m'a montré que la personne, il a pensé et tout. Et peut-être faire un Santa secret entre les gens qui s'inscrivent. Ça pourrait être marrant. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils qui, je pense, aideront beaucoup les étudiants. Pour terminer ce petit café débat, je vais vous poser une petite question un peu plus légère. Est-ce que vous avez des anecdotes marrantes? Tu nous en as déjà pas mal raconté, mais encore. Peut-être anecdote marrante, c'était la première année que j'étais en France. Je suis arrivé le 23 soir à Madrid, non, le 24 soir à Madrid pour passer Noël avec ma cousine. Mais du coup, quand on a pris le métro il était fini. Et du coup, on était dans la rue, on n'avait même pas arrivé chez elle pour minuit, quand on devait fêter Noël. Et il y avait un restaurant chinois qui était ouvert, donc on a rentré. Et c'était une fête familiale, mais du coup, le mec du restaurant, il nous a offert des plats et tout, et on a mangé. Et on a passé notre Noël dans le restaurant chinois. Et c'était marrant. Alors moi, c'est un peu particulier. Mon cousin a un magasin de jouets. Et tous les Noëls, il fait une distribution de jouets. Et cette année-là, on était censés tous manger chez ma tante, la mère de mon cousin. Et on était tous venus. Il y avait toute la famille. On était genre 50 personnes. Plus genre chacun dans sa voiture. On a fait un combat de voitures. On avait mis des déguisements, des décorations, des guirlandes de partout. On était tous habillés en Père Noël et on a fait la distribution de cadeaux à 50 avec des instruments de musique, des machins, des trucs. Et genre c'était incroyable, il y avait tous les quartiers, tout le monde sortait sur des fenêtres et des balcons pour venir voir c'était quoi, qu'est-ce qui se passait dans le quartier quoi. Okay. Moi j'ai une anecdote quand j'étais toute petite encore. Du coup on retourne à La Réunion avec ma grand-mère. Et donc elle nous dit, pour les filles, allez jouer un peu avec ma soeur, allez jouer un peu dans la chambre. Et en fait, c'est parce que le Père Noël devait venir. Et donc elle entre, elle fait entrer le fameux Père Noël. Et on commence à ouvrir nos cadeaux. Mais c'est des cadeaux, enfin, c'était pas trop notre centre d'intérêt avec ma soeur, donc on était en mode, waouh, trop bien, mais on comprenait pas trop. En fait, on avait fait rentrer le mauvais Père Noël. Voilà, il y a un oncle qui s'est perdu et qui a toqué à la mauvaise porte. Et ma grand-mère ne l'a pas reconnu. Ça devait être quelqu'un d'autre. Et du coup, on a remballé les cadeaux. Et on a appelé ma grand-mère a appelé le vrai Père Noël qui était toujours pas arrivé en fait. Il était toujours en... Voilà. Du coup, il y a un monsieur qui a fêté Noël avec nous pendant 10 minutes. C'était très drôle. Moi, je sais pas si c'est très drôle, mais c'est plutôt une bêtise d'enfant. J'étais petite avec ma cousine et on se faisait clairement chier. Et on est allé sous la table et on avait notre grand-père qu'on n'était pas très très fan. Et on s'est amusé à couper les lacets, mais tous les lacets des chaussures. Il a pas passé un très bon Noël lui ce soir-là, mais nous ça nous a fait beaucoup rire. Et des petites questions, comme ça on a pensé à 2-3 questions. Pour... Laetitia, est-ce que tu as beaucoup plus de rendez-vous en cette période des fêtes? Pas vraiment, enfin, les gens avant Noël ils commencent à prendre rendez-vous, là je vois qu'au mois de mi-novembre, mi-décembre j'ai eu plus de prises de rendez-vous, mais pendant les fêtes généralement les gens arrêtent parce que venir en thérapie c'est quand même, ça remue quand même en dedans et des fois ils ont pas trop envie d'aller là-dedans. Non, j'avoue j'en ai pas. Après, je sais pas, parce que est-ce que du coup, aller voir un thérapeute aussi, c'est ça que je me rends compte, c'est quand même, ça vient avec un coût. Donc, moi, je propose un tarif pour les étudiants, mais ça reste que c'est un budget quand même, quoi. Quand on vient en CTU, moi, je me souviens à l'époque, je faisais quand même un peu de thérapie parce que j'étais passionnée de travail intérieur, mais pas souvent, quoi. Donc, j'espère qu'il y a les ressources, en tout cas, c'est ça que j'espère. Comment on peut, toujours peut-être aussi pareil pour Laetitia, comment on peut reconnaître une personne en situation d'isolement social qui ne dit pas en fait ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que cette personne a besoin d'aide?
Vu de l'extérieur, c'est vrai que c'est difficile parce que les gens sont quand même assez, en général, dans ces moments-là, ils sont isolés, donc ils vivent un sentiment de solitude. Il y a souvent de l'anxiété, des fois de la dépression, et ils ont une perte des fois d'intérêt pour les activités sociales. Donc, s'il fait partie de votre cercle social et que vous voyez qu'il y a un repli, un retrait, la personne qui est plus évitante, moins présente aux événements, effectivement, là on peut le voir. Mais si de base la personne est un peu entre guillemets un loup solitaire, vu de l'extérieur, c'est difficile à voir. Donc, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de tourner toujours la caméra en dedans, à savoir moi comment je me responsabilise, comme je disais, de mes besoins, mais par des choses toutes simples. Quand j'ouvre ma porte le matin et que j'entends ma voisine, est-ce que je me fonds comme ça dans la tapisserie ou j'attends que ça passe, ou est-ce que je vais à l'avant de la personne? Et c'est aussi par plein de petits gestes comme ça. Donc, un peu compliqué d'identifier de l'extérieur, je trouve. Et comment on peut, si jamais on voit qu'une personne est dans cette situation, comment nous on peut aller l'aider? Est-ce qu'on y va de manière frontale? Ça dépend du cadre, mais c'est vrai que c'est toujours sympathique d'être... Parce que ce que j'ai remarqué, souvent les gens attendent beaucoup de l'extérieur que ça vienne. C'est-à-dire qu'ils vivent de la solitude, de l'isolement, ils s'en plaignent, mais il n'y a pas forcément d'action qui est mise en place pour toutes sortes de raisons. Et du coup, j'oublie la question, ça va bien aller. Qu'est-ce que nous on peut faire pour ces personnes-là? Oui, c'est ça. Donc, souvent les gens sont dans l'attente, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que d'aller les voir pour leur proposer, j'en sais rien, un café, si vous voyez qu'il y a un membre dans le groupe qui est un petit peu en électron libre, pourquoi pas lui proposer. Rester dans l'invitation, l'ouverture, la curiosité, en sachant que la personne peut aussi très bien vous dire non, par timidité. Donc, je pense qu'il faut y aller avec un élan de spontanéité, un élan du cœur, voilà, en fonction de la situation. Est-ce que c'est une voisine, est-ce que c'est un collègue des classes, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour la prévention? Pour les étudiants, comme disait Laetitia, c'est vrai que la thérapie a un coût. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des aides pour les étudiants qui existent? Est-ce qu'il y a des moyens de se faire aider aujourd'hui à faible coût, voire gratuitement? Alors il y a deux choses. Déjà, pendant les fêtes, c'est vrai que, comme Nabil en a parlé, il y a le Noël solidaire de la Faille 06 pour les aider pour leur faire un repas de Noël entre eux, et on leur offre aussi un cadeau. Il y a aussi, j'ai vu que la mairie avait mis en place un marché de Noël éco-solidaire aussi, qui a pour but un peu de rassembler les gens. Il y a les marchés de Noël en tout genre dans toutes les villes. Ça peut toujours être un moyen de sociabiliser ou de rencontrer des gens. Donc je pense que c'est toujours utile à faire. Après, dans le terme plus psychologique, il y a le BAPU, c'est les psychologues de l'université qui peuvent aider les jeunes. Et aussi, il y a des nouvelles mesures au niveau du gouvernement qui permettent aux jeunes d'avoir, il me semble, une dizaine de séances remboursées par an. 12, c'est ça? Oui, mais je n'étais pas sûre. Une douzaine, donc 12 séances de psy remboursées par an. Et c'est vrai que c'est pas négligeable. Je pense qu'il y en a de plus en plus, en tout cas autour de moi aussi. Je vois qu'il y en a de plus en plus qui se permettent d'aller voir une psychologue parce que c'est remboursé. Et je pense que ça va beaucoup aider les étudiants. Moi, je viens de revenir, donc les ressources, je les connais pas là, qui en France, je vous avoue, voilà. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fonction des problématiques qu'on traverse sur un plan individuel, c'est d'aller connecter avec d'autres. Je pense par exemple à tout ce qui est groupe de parole, par exemple. Si par exemple je vis un deuil et que je suis seule à vivre ce deuil, ça peut être intéressant d'aller à des groupes de parole pour endeuiller, parce qu'en fait on connecte avec des gens qui ont les mêmes problématiques que nous, et ça permet de dire je suis pas tout seul à galérer là-dedans, là je parle du deuil mais ça peut être autre chose. Donc ça c'est pas mal aussi, et souvent les groupes de parole c'est gratuit, ou il faut juste trouver les ressources, là je vous avoue je les ai pas. Et du coup, juste par rapport au BAPU, du coup, même pour les étudiants qui ne sont pas étudiants, pour les jeunes qui ne sont pas étudiants, ils peuvent aussi bénéficier de ces 12 séances gratuites via Mon Parcours Psy, qui est un dispositif de la CPAM qui permet d'accéder à des séances de psy gratuites. Voilà. Il faut juste avoir une ouverture de droit à l'assurance maladie. Je crois qu'on a le droit à une séance aussi, mais là c'est étudiants jeunes, pas jeunes, c'est tout le monde. On a le droit à une séance par mois remboursée, mais sous prescription médicale aussi, ce qui a été mis en place. Oui, c'est vrai que les prescriptions médicales par les médecins, je crois, ont été ouvertes. Donc ça permet encore une fois de pouvoir aller consulter sans avoir à débourser la séance.
Bon, merci beaucoup à tous d'être venus dans ce café débat. J'espère que ça vous aura plu, à vous les étudiants. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau café débat.